Donc j'étais lors de la première édition, j'ai parlé de Marwan qui venait de démarrer. La deuxième édition, j'ai parlé de Magritte qui était en train de... C'était juste un projet. Et là, je pense que j'ai l'occasion un petit peu de donner le bilan de tout ça depuis la deuxième édition. Donc comment ça marche? Donc Marwan, je vais commencer par donner un petit aperçu sur ce qu'on a fait à Marwan, puis je parlerai un petit peu de l'expérience dans la région méditerranéenne. Marwan fait partie c'est le NRN marocain, il fait partie du Centre national pour la recherche scientifique et technique, et qui est financé par le département de l'enseignement supérieur, et puis l'ensemble des établissements de l'enseignement supérieur, qu'ils soient publics ou privés, peuvent être connectés à ce réseau. Les objectifs ils sont très simples, c'était dès le départ et n'ont pas tellement changé, c'était de doter l'université marocaine d'un réseau haut débit. Donc haut débit, c'est entre guillemets, ce n'est pas les débits dont vous avez l'habitude en Europe, donc c'est des débits à notre échelle. Et puis de développer les technologies d'information au Maroc en permettant aux universités de participer aux différents projets de recherche menés par les réseaux européens. Le fait de disposer d'un réseau d'enseignement de recherche, c'est aussi un moyen de donner un ticket d'entrée aux universités pour participer à un certain nombre de projets, et ça c'est très important. Et puis le troisième point, c'est de renforcer les échanges entre les universités marocaines par la mise en place de projets communs. Troisième point, je ne pense pas que ça soit une très grande réussite pour nous. Alors, pour l'évolution de Marwan, on a commencé très tôt. On a eu la chance de commencer dès 1998 avec les premiers, c'est-à-dire on était parmi les premiers dans les régions à avoir démarré cette activité. Donc, on avait commencé par une phase pilote qui a duré à peu près 3 ans. Et puis, on a lancé le premier backbone. C'était un réseau avec un backbone dédié qui interconnectait, qui avait 16 points de présence au niveau du Maroc. Ce réseau, il avait démarré avec de grandes ambitions. Il voulait connecter la totalité du secteur éducatif au Maroc, c'est-à-dire de l'école primaire jusqu'aux universités. Mais à partir de 2003, on a vu que ce n'était pas quelque chose de réaliste. Et donc, on s'est concentré sur le secteur de l'enseignement supérieur. Donc, en 2004, on a démarré la version 2. Mais ce n'était plus un backbone dédié comme vous avez l'habitude d'avoir dans les NRN à l'échelle internationale, parce qu'on n'avait pas les moyens de nos ambitions. Donc on avait deux choix, soit annuler le réseau, soit trouver un artifice pour pouvoir continuer. Donc on est passé sur une topologie basée sur un backbone qui est partagé, un backbone VPN MPLS, et puis qui permettait aux universités d'avoir 2 ou 34 mégas, qui était pas mal en 2004. Et puis, la chose la plus importante, c'est que ce réseau-là était connecté à Géant. Donc, c'était l'un des premiers réseaux à être connecté à Géant. Et depuis 2005, on avait été les premiers au Maroc à déployer l'IPv6 de manière native sur le réseau Marwan 2. Et puis, en 2010, jusqu'en 2010, il y avait le monopole au niveau national. En 2010, il y a eu l'ouverture du secteur data à 2 autres opérateurs, donc il y avait 3 opérateurs et on était obligé de faire un appel d'offres. Donc c'était la première fois qu'on faisait un appel d'offres au niveau au Maroc. Avant, on passait par des conventions avec l'opérateur historique. Et donc là, on avait complètement changé d'opérateur. Il y avait une concurrence intéressante qui a entraîné une baisse de prix. Et donc on a continué sur la même topologie parce qu'on n'a pas les moyens d'avoir un backbone dédié. Et puis là, on commençait à offrir des débits allant jusqu'à 100 mégabits par seconde. Ce réseau-là a été connecté à Géant, mais par la suite, il ne le sera plus, comme je vais expliquer. Donc ça, c'est plus ou moins la topologie de Marwan. C'est une boîte noire au milieu, et puis les universités sont connectées à cette boîte-là par des débits qui peuvent aller jusqu'à 100 mégas, et puis avec 2 sorties, une sortie vers l'Internet et une sortie qui était vers Géant et qui n'existe plus aujourd'hui. Alors Marwan 3, c'est 15 universités, à peu près 112 établissements. Au total, nous avons 130 établissements. Donc, nous avons des instituts de recherche, des hôpitaux universitaires et puis 2 départements ministériels qui s'occupent de l'éducation nationale et de la recherche scientifique. Donc, ça, comme j'ai dit, on a des liaisons. Donc, je sais pas, les débits. Donc, vous n'allez pas voir des gigabits là, sur ces slides-là. Donc, on va jusqu'à 100 mégabits par seconde. Mais Marwan a permis de faire évoluer la bande passante d'accès des universités et puis donc de satisfaire plus ou moins la demande de nos établissements. En ce qui concerne Marwan, comme j'ai dit, on faisait partie de ce projet EuMedConnect dès le départ, et donc on était connecté au réseau Géant via
via l'Italie au départ par un lien 155 mégabits par seconde qui servait à la fois pour le trafic de recherche et le trafic de commodité, c'est-à-dire l'Internet. Puis avec Marouane 3, on a changé et puis on a dédié le lien uniquement au trafic de recherche. Parce qu'il y a eu une évolution de coût et donc c'est un lien qui nous coûtait très cher. On ne pouvait pas l'augmenter, on ne pouvait pas augmenter ces 155 mégabits par seconde. Et donc, sous la pression des universités qui voulaient plus de débit, on était obligé d'aller prendre un lien vers l'Internet à haut débit, à 600 mégabits par seconde, et puis de dédier ce lien vers Géant, dédier le lien qui était vers Géant uniquement pour du trafic de recherche, mais en baissant sa capacité à 40 mégas. Et je pense ça que c'était un petit peu, c'est pas une erreur, c'est ça ce qui a un petit peu entraîné la fin de cette connexion. Voilà. Donc ça, je n'ai pas besoin de voir ça là. Donc là, en termes de connectivité, on peut dire que Marouane, c'était pas vraiment une réussite extraordinaire, mais en termes de services, on a eu pas mal de succès. Donc ce qu'on a essayé de faire, on a développé pas mal de services fédérateurs. Donc on a commencé par la grille de calcul, et donc c'est une grille qui a été mise en place en 2006, grâce justement en faisant appel à des Marocains qui étaient expatriés. Donc il y avait un collègue marocain qui était à Bigrid et qui nous a énormément aidés, mais surtout aussi, Margaret a parlé de ça, avec l'aide de nos amis italiens de l'INFN, qui nous ont énormément aidés pour mettre en place cette grille au niveau national. Et donc aujourd'hui, Magrid offre à la communauté scientifique marocaine une puissance de calcul, une capacité de stockage de données. Nous avons aussi une autorité de certification Magrid CA qui est agréée EGRET-PMA depuis 2007 et qui permet aux chercheurs marocains d'avoir des certificats qui sont reconnus à l'échelle internationale. Donc on avait démarré par un cluster. Aujourd'hui, nous sommes à 4 clusters. Mais le 4e cluster, c'est un don du CERN qui a été obtenu à travers nos collègues du groupe physique de haute énergie dans le cadre du projet Atlas. Et ce don-là, ça nous a permis surtout de quadrupler à peu près la capacité de puissance de calcul et de stockage. Donc aujourd'hui, on a à peu près 162 CPU et 34 terabytes de stockage. Donc, au jour d'aujourd'hui, environ 102 utilisateurs affiliés à des domaines de recherche variés utilisent Magrid, à savoir la chimie théorique, la bioinformatique, physique médicale, météorologie, sciences de la matière et bien sûr la physique des hautes énergies. Les applications portées, donc on a un certain nombre d'applications qui ont été portées sur la grille, et puis d'autres applications qui sont en train d'être portées sur cette grille-là. Je viens de parler de Magrid CA, qui est l'autorité de certification agréée EGRET-PMA. Et donc aujourd'hui, on a délivré à peu près 110 certificats utilisateurs, dont 85 sont valides, sont actifs, et puis à peu près 31 certificats serveurs. Alors l'extension de Magrid, comme j'ai dit aujourd'hui, il y a 4 clusters, mais qui sont tous localisés au niveau du CNRST. Et ce qu'on essaie de faire, c'est de mettre en place des clusters au niveau de chaque université. Donc c'est ça l'action pour l'année prochaine. On va essayer d'étendre la grille, justement, grâce à ce don CERN, au moins aux universités qui sont membres de la collaboration Atlas. Il y a le projet UDEROM qui a été déployé aussi au niveau des universités marocaines. Et puis, c'est un projet qui permet aux chercheurs nationaux d'avoir une mobilité à l'intérieur du Maroc et d'avoir une connectivité aussi quand ils se déplacent dans des universités européennes qui sont membres du DUROM et vice-versa. Aussi, ça permet aux chercheurs européens, quand ils sont au Maroc, d'accéder facilement au réseau. Nous avons aussi développé une certification d'autorité. Je m'excuse, mais les slides, un petit peu, j'ai un problème sur la présentation, ils passent automatiquement. Un CERT qui normalement censé faire face à tous les problèmes de sécurité. Il y a énormément de problèmes de sécurité qui sont soulevés au sein des réseaux de campus des universités, et donc c'est une solide de coordination qui veille un petit peu et qui sensibilise les universités à tous les problèmes de sécurité. Nous sommes, avec l'expérience de Magrid CA, nous sommes en train de mettre en place une autorité de certification
pas pour la grille, mais une autorité de certification pour le secteur de l'enseignement supérieur qui permettra à nos chercheurs et étudiants d'avoir des échanges sécurisés et authentifiés. Un projet aussi très important lequel nous avons démarré cette année, c'est la Fédération d'identité pour l'éducation et la recherche. Cette fédération d'identité, ça va faciliter l'échange, l'accès aux services aux différentes universités au niveau national. Alors l'impact, il y a eu un impact qui est intéressant pour Marouane, c'est l'amélioration des réseaux des universités et l'augmentation de leur bande d'accès, leur bande passante. On a réussi aussi à développer un certain nombre de services IT fédérateurs, donc j'ai parlé de Maghreb, de IDUROM et d'autres services. Et puis on a aussi facilité quand même la participation de chercheurs marocains dans des coopérations internationales. Donc ça, c'est les impacts les plus importants. Pour les difficultés, les plus grandes difficultés que nous avons, comme j'ai dit au départ, Marouane, ce n'est pas comme un réseau un petit peu classique à l'échelle européenne, ce n'est pas comme un Kabout c'est une architecture VPN, et donc on est très tributaire de l'opérateur. Donc ça ne nous permet pas d'avoir une grande liberté pour développer un certain nombre de services. Il y a l'absence de forme juridique, c'est-à-dire Marouane n'a pas une forme juridique propre, c'est juste un département qui dépend du CNRST, et donc ça pose pas mal de difficultés. Il y a les moyens financiers et humains qui sont très très limités. Et puis, il y a quelque chose qui nous désavantage énormément, c'est le coût excessif des liaisons internationales, liaisons nationales et surtout internationales hors Internet au niveau du Maroc. Ça, c'est des coûts à ne rien comprendre, et donc, moi, j'arrive pas à comprendre le schéma adopté par les opérateurs. Il y a aussi la précarité des réseaux de campus des universités, et ça, c'est un point très important, parce que ça dégrade le service offert par Marouane, et c'est souvent qui sont portés sur Marouane et qui ne sont pas à l'origine dus au réseau national, qui sont plutôt dus au réseau des universités. Il y a un manque de dynamisme côté utilisateur, c'est-à-dire on n'est pas dans le même cas de figure des réseaux d'enseignement et de recherche dans les pays développés. Il n'y a pas une grande dynamique qui pousse un petit peu le réseau à développer des services. On est toujours censé apporter des services et puis chercher des consommateurs. Il n'y a pas cette dynamique qu'on trouve dans les universités peut-être au nord. Et puis il y a la vision réductrice des responsables des universités, disons des top management dans les universités, où ils réduisent le NRN en un simple fournisseur d'accès Internet. Donc leur vision, c'est toujours de comparer le mégabit Marouane et le mégabit Internet. Qu'est-ce qui est le moins cher? Et ça, ce n'est pas le rôle du NRN, il n'arrivera jamais à être moins cher par rapport à un FI. Donc là, j'ai mis sur slide un petit résumé d'une étude qui a été faite en 2003, et donc par Terena, qui est l'Association européenne des réseaux d'enseignement et de recherche, et qui explique pourquoi il est nécessaire d'avoir un NRN lorsqu'il existe un marché concurrentiel fournisseur d'accès à Internet, qui est le cas pour nous par exemple. Donc je ne sais pas, je vous laisse découvrir. Moi, le plus important, c'est que les remarques les plus importantes, c'est que le rapport dit que les fournisseurs d'accès à Internet, c'est une vision que je partage complètement, les commerçants n'ont pas la motivation suffisante pour atteindre le niveau d'innovation exigé par le milieu d'éducation et de la recherche. Certains FAI avancés peuvent être en mesure de faire des services de base équivalents au NRN et à un prix inférieur. Cependant, il faut prendre en considération les coûts réels du fait de s'appuyer sur des services fournis à l'extérieur qui ne procurent pas la gamme complète des services dont la communauté a besoin. En outre, l'adoption de ces services commerciaux entraînera la dilution de l'innovation menée par la communauté dans le passé. À titre d'exemple, ça c'est un cas qui se pose de façon maintenant sensible au Maroc, à savoir certaines organisations commerciales, par exemple Google, proposent des services gratuits, mais l'intégration institutionnelle et de gestion ont un coût important. Les NRN sont encore capables de fournir des services qui sont généralement mieux et plus économiques que d'utiliser des services gratuits externes. Aujourd'hui, par exemple, les universités marocaines, ils sont tous en train de partir sur le modèle Google Apps, donc ils sont en train de se débarrasser de tous leurs services de messagerie et de prendre les services de Google qui sont faits. Donc là, je vais donner quelques slides sur la situation de la région méditerranéenne. Donc les points verts, c'est tous les pays où il y a un réseau d'enseignement et de recherche.
Et puis, donc, apparemment, dans la région méditerranéenne, aujourd'hui, il y a 3 pays où il n'y a pas de structure NRN, à savoir la Libye, le Liban, il y a un projet, mais il n'y a pas quelque chose d'opérationnel, et puis l'Albanie. Pour la partie fibre noire, c'est quelque chose de très important pour le développement des réseaux de recherche. Donc, les cercles que vous voyez, c'est un petit peu le pourcentage, la partie noire, c'est le pourcentage de fibres noires déployées dans le réseau national d'enseignement et de recherche. Donc, dans notre région, apparemment, et pour l'instant, il n'y a que la Jordanie. La Jordanie qui ont depuis le départ un réseau fibre noire à 100%, mais c'est quelque chose d'exceptionnel parce que c'était une décision, je crois, du gouvernement du roi qui a imposé à l'opérateur électrique de mettre à disposition de l'enseignement supérieur une partie des fibres qu'il possède. Et sur ça, ils ont bâti un réseau très performant qui est aujourd'hui à 1 gigabit par seconde, mais qui peut aller à 10 gigabits par seconde, il suffit juste d'adapter les équipements. Donc dans le nord, la tendance, tout le monde est en train de partir vers ces réseaux fibre noire aujourd'hui. Là, c'est un petit peu pour les NRN méditerranéens, je me suis basé sur les statistiques qui sont données par Terena. Donc il y a un compendium qui est édité de manière annuelle par Terena et qui est très intéressant. Moi j'invite tous les réseaux peut-être d'enseignement dans notre région, de participer à ce questionnaire. Ça permet d'avoir une visibilité et de se positionner par rapport à d'autres NRN. Donc les cercles sont vraiment proportionnels au nombre de ressources humaines pour chaque réseau. Et donc vous pouvez voir, donc, pour l'Égypte, la Tunisie, Moyen-Orient, je n'ai pas de statistiques. Il n'y a que le Maroc et l'Algérie qui renseignent ces statistiques. Et donc vous pouvez voir que, point de vue ressources humaines, ce n'est pas terrible dans notre région. Pour le budget, bon voilà, donc il y a ça varie de 23 millions d'euros à des budgets qui vont jusqu'à 0,1. Bon, il y a pour le Maroc par exemple, il y a un petit point vert, je ne sais pas s'il y a un pointeur. Mais il n'est pas vrai, les autres cercles sont proportionnés. Pour le Maroc, il n'est pas proportionné parce que c'est la limite de PowerPoint. Il n'y a pas un cercle plus petit pour pouvoir tracer cela. Donc, je reviens sur le projet EMED Connect. Comme vous savez, EMED Connect, c'est un projet qui a boosté quand même les réseaux d'enseignement et de recherche dans la région méditerranéenne, qui a apporté énormément de choses. Mais depuis, on a eu donc EMED Connect 1, EMED Connect 2 et puis EMED Connect 3. Dans EMED Connect 3, on avait cette topologie-là où donc l'Algérie est connectée à 622 mégabits par seconde, le Maroc à 42 mégabits par seconde. Quand vous voyez les traits rouges et verts, ok. Donc ça veut dire que le lien sert à la fois pour le trafic de recherche et le trafic Internet, le trafic de commodité. Quand c'est vert uniquement, c'est uniquement du trafic de recherche. Donc par exemple l'Algérie, la Palestine et la Jordanie, ils ont des liens qui servent aux deux trafics. Par contre, les autres pays, ils ont dédié le lien au trafic de recherche. Donc, et depuis 2 années, ce réseau-là, il est en train un petit peu de disparaître. Et donc, aujourd'hui, il ne reste que 2 liens. Celui de la Palestine, qui va sur Londres, et puis celui de l'Algérie. Les autres pays, ils ont tous arrêté leurs liens à cause de manque de financement et surtout à cause de l'asymétrie de ce lien par rapport ce qu'ils peuvent avoir à l'échelle nationale, point de vue capacité Internet. Pour l'anecdote, je vous signale que le lien, par exemple, à 40 mégabits par seconde entre Rabat et Madrid, c'est exactement le prix d'un lien 10 gigabits par seconde entre New York et Londres. Donc c'est pour ça que j'ai dit que le modèle économique, moi, c'est quelque chose qui m'échappe. Donc, ce qu'on essaie de faire maintenant, c'est un petit peu de relancer ce projet-là d'interconnexion régionale grâce au projet ASREN. Et donc, le projet ASREN, c'est un projet qui, normalement, doit connecter l'ensemble des pays arabes. Et il sera connecté, bien sûr, à Internet 2, à Géant, à UbuntuNet et puis à l'Internet commercial. Il s'agit de faire converger toutes les liaisons vers un point central. Maintenant, on ne sait pas où sera ce point-là. La logique dit qu'il devait y avoir des interconnexions entre les pays arabes, mais avec tous les problèmes politiques et les problèmes tarifaires, ça ne pourra pas aboutir. Donc l'idée, c'est de mettre un point central, que ce soit au niveau de Londres, ou peut-être la chose, c'est au niveau de Fujairah, là, où le projet Smart Hub. Donc si le projet voit le jour et si les coûts sont intéressants, ça sera une bonne chose de le mettre là. Donc pour l'Afrique,
J'ai essayé de rassembler un certain nombre d'informations sur cette carte-là. Donc, vous avez un petit peu les NRN qui sont établis, qui sont essentiellement en Afrique du Nord et en Afrique de l'Est. Et puis, les NRN qui sont en projet. Donc, toute la partie Afrique de l'Ouest, pour l'instant, ce n'est que des projets. Et puis, d'autres pays, il n'y a pas de nouvelles. Et donc, là, vous voyez sur l'Est, l'Alliance UbuntuNet, au nord, l'ASREN, et puis à l'Ouest, le WACREN. Il y a un travail qui est magnifique, qui est fait par l'Alliance UbuntuNet, et par des réseaux qui sont remarquables, comme le réseau Kenet, le réseau du Kenya, qui sont en train d'évoluer à vitesse phénoménale. Donc là, ce qu'on remarque, c'est un petit peu, maintenant, il y a plus ou moins un digital divide, même au niveau de l'Afrique. Donc il y a 3 ans qui commencent à se dégager. Il y a la partie Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest, et puis l'Afrique du Nord. L'Afrique du Nord avait un petit peu il était un petit peu en avance, mais aujourd'hui la tendance est en train de s'inverser. Donc l'Alliance UbuntuNet est en train de prendre le leadership en ce qui concerne les NRN en Afrique, et le parent pauvre de cette image-là reste de l'Afrique de l'Ouest. Donc en Afrique de l'Ouest, on ne sait pas, moi j'ai pas d'explication, peut-être c'est un problème linguistique qui est à l'origine de... Donc voilà. Et puis il y a un autre point qui va vraiment booster l'alliance, les réseaux dans cette région d'Afrique de l'Est, c'est l'existence d'équipements qui sont producteurs d'énormes. Donc je pense à ce projet de Square Kilometer et qui va pousser les réseaux du Nord à s'investir encore plus dans cette région-là. Donc, mes derniers slides, bon, ça c'est la vision européenne. Donc, j'ai pas, pour la conclusion, moi j'adhère complètement à ce rapport-là. C'est un rapport qui a été rédigé en 2003. Il y a un nouveau rapport qui vient de sortir qui s'appelle Vision 2014-2020. Mais moi, déjà, si on applique ce qui a été en 2003, on serait déjà pas mal. Donc, les réseaux de recherche sont, ce qui dit ce rapport, c'est que les réseaux de recherche sont un atout national. Les gouvernements doivent être conscients que les NRN sont des atouts pour la croissance économique et la prospérité, sont une source d'innovation et permettent un transfert de technologie rapide et généralisé vers la société et l'industrie. Donc il faut sortir de cette problématique fournisseur d'accès Internet à bas coût et puis promouvoir le transfert des technologies devra être un objectif explicite des NRN. Les NRN et l'industrie devraient veiller à ce que la collaboration entre les équipes de recherche en industrie et les équipes de recherche dont les universités et centres de recherche sont pris en charge de manière efficace. Troisième chose, les réseaux optiques arrivent et tout le monde peut et doit participer, donc toute cette histoire de fibre noire. Les applications très exigeantes arrivent et nécessitent une attention minutieuse. Les campus est souvent le maillon faible de la chaîne du réseau, et ça on a fait l'expérience au niveau du Maroc, et donc il faut régler ce problème. Les utilisateurs ont besoin d'une qualité de service bout en bout, d'une infrastructure d'autorisation et d'authentification compatible à l'échelle européenne et des services à la valeur ajoutée. Donc c'est les fédérations d'identité, et puis la communauté des utilisateurs d'un NRN ne peuvent être déterminés qu'au niveau national. Pour la conclusion, moi je dirais, bon, un petit peu, je pars du Cameroun, mais peut-être c'est valable aussi pour les NRN dans notre région. Il faut revoir le mode de gouvernance des NRN, trouver de nouveaux modes de financement, parce que les modes de financement que nous avons aujourd'hui, par exemple dans le cas de Marouane, ne permettent d'avoir aucune visibilité. Éviter de rentrer en concurrence avec les FAI commerciaux sur certains segments, intégrer la composante fibre noire de manière progressive, support plus important des gouvernements et des régulateurs, donc on a besoin que les responsables au niveau du gouvernement et surtout les régulateurs au niveau national de nous aider plus, mettre en place rapidement des services de fédération d'identité. Et moi je dis, peut-être c'est le cas de Marouane, parce que la semaine prochaine il y aura une discussion sur l'avenir de Marouane, et moi je ne suis pas sûr de la tournure que vont prendre les choses, mais ce que je dis, en absence de moyens, faire du NRN un fournisseur de services fédérateur beaucoup plus qu'un fournisseur de connectivité ou de bande passante. C'est ce qu'on est en train de faire à Marouane, puisqu'on n'a pas les moyens financiers. On a quelques moyens humains qui sont payés par l'État, donc on essaye de prendre... C'est-à-dire 95% de notre budget va aux opérateurs. Donc ce qu'on essaye de faire, c'est de pousser un petit peu Marouane pour être beaucoup plus un fournisseur de services que de connectivité. Et puis nous avons un engagement plus fort auprès des universités pour améliorer les réseaux de campus, adhérer aux offres d'intégration régionale, donc Eumed Connect, ASREN, UbuntuNet, et puis il y a aussi un projet pour interconnecter les pays islamiques, ça vient de démarrer, qui s'appelle PIREN, qui devrait connecter le Maroc au Pakistan.
et maintenir ce concept de NRN, quelles que soient les difficultés. Je pense que c'est un concept très intéressant et que même il faut faire le maximum pour le maintenir. Dernière chose, bon, ce projet ASREN qui n'arrive pas à démarrer vraiment, il y a notre collègue Youssef Torman que vous connaissez, il fournit 1000 efforts pour pouvoir pour que ce projet se réalise, donc c'est un militant pour ASREN. Et donc, il m'a demandé de vous passer le message et donc il invite toute l'assistance à participer à le troisième ASREN e-Age 2013 qui sera organisé à en Tunisie le 12 et 13 décembre 2013. Merci beaucoup.